J'aimerais qu'on revienne sur les Daft Punk. Ça a été ton premier vrai job où tu étais leur manager. Enfin, vous étiez deux. Et toi, tu disais, mon métier, c'était de dire non. Ouais. Bah, ça, c'est un peu une punchline pour simplifier les choses, mais c'était la réalité. C'est un groupe, mais un peu comme, voilà, il y a comme Justice aussi, voilà, très protecteur, très concentré aussi dans son art et dans son œuvre. C'est-à-dire que Daft Punk, il n'y avait pas de place pour collaborer, puisqu'ils étaient, voilà, là, quand on voit ce clip de Michel Gondry avec Biancali à la chorégraphie, le dessin animé Interstellar, je ne sais pas, ça a mis 2 ans à se faire. Thomas Gaiman, ils allaient au Japon tous les mois. Avec Leiji Matsumoto, créateur d'Albator. Exactement, avec l'équipe de Toei Animation, qui était un des plus gros studios d'animation au Japon. Ça, c'est des projets qui prennent 2 ans. Donc, en fait, pendant 2 ans, c'est simple. Moi, j'étais au bureau et toutes les demandes entrantes, je dis, bah non, ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas... C'est quoi la demande, le nom le plus fou que tu as fait? Où tu as dit, les gars, vous êtes sûrs là qu'on dit non? C'est pas tant, ils ont fait le rendez-vous avec George Michael. Moi, j'aurais adoré, je pense que la rencontre, en plus, malheureusement, George Michael n'est plus là, mais moi, en tant que fan de Wham et de George Michael et de l'icône que peut représenter, et le talent surtout du type, après, ils se sont vus, il y a eu une rencontre, il y a eu un déjeuner. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Après, je sais pas, il y a tous les gens de la pop culture de l'époque. Et Madonna. Björk, Madonna, tout le monde. Mais en plus, j'en rate Janet Jackson, tout le monde. Et après, tu sais, il y a des demandes de collaboration, des demandes de remix, des demandes de... Mais ce qui est fou, c'est que c'était une époque aussi différente. C'est-à-dire que quelquefois, j'aimerais bien, peut-être qu'un jour, ça pourrait être un truc à faire, à écrire ou à réaliser avec quelqu'un qui a du temps, mais transposer cette époque-là à l'époque d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le besoin de se montrer... Ce serait impossible. Ben c'est ça. Qu'est-ce que ça donnerait Daft Punk en 2025 ? Est-ce que ça serait possible ou pas ? Est-ce que ça donnerait PNL ? Pas mal. Pas mal. Bonne. Est-ce que ça donnerait PNL ? Ouais, après PNL, ils ont sorti combien d'albums ? 3. Ah, déjà ? Ouais. Ah, ils ont déjà sorti 3 albums, ok. Mais bon, ils sont plus rapides que Daft Punk, je crois, parce que je crois que les Daft, il y avait 5 ou 8 ans entre chaque disque. Mais oui, PNL, c'est un super bon exemple. C'est un bon exemple d'artiste ancré dans son époque, mais qui est à la fois ancré et qui rejette son époque. C'est-à-dire qu'il ne joue pas le jeu des réseaux sociaux, il ne court pas après la fame, ils se protègent, ils sont intègres, ils mènent leur barque, ils sont créatifs. Et puis l'autre point commun avec les Daft Punk, c'est la gestion de la carrière. Ouais. C'est d'avoir une gestion active. Les Daft Punk, ce n'étaient pas juste des mecs de studio. Ils avaient une vision. Oui, ils avaient une vision, après, qui était à chaque fois liée à un disque, qui était à chaque fois liée à un projet artistique. En tout cas, même de comment le sortir, quoi. Ça allait beaucoup plus loin. Ah, bien sûr, mais on a la même chose sur Justice. Ça, c'est une fascination de certains artistes pour se dire que, tiens, l'œuvre, elle est globale. Elle est pas, c'est pas que faire de la musique en studio et après, on le livre à la maison de disque et débrouillez-vous pour aller vendre des galettes. Non, le projet, il est global. Et il y a Daft Punk en 2006 et là, il y a Justice en 2025. La tournée mondiale de Justice, le show est aussi impressionnant qu'est le disque, tu vois. Et le succès de Justice aujourd'hui, notamment aux États-Unis, il passe par la scène. C'est-à-dire que les gens voient un concert et ils n'ont jamais vu ça de leur vie, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler l'histoire de la pyramide des Daft ? Parce que je pense que c'est le show le plus dingue qui a été fait dans l'histoire de la techno, en fait. Bah, à l'époque, oui. Aujourd'hui... Moi, j'ai pas vu plus dingue. J'ai rien vu de plus dingue. T'as vu quoi de plus fou ? Le Justice en 2025, le show est assez impressionnant. Mais ouais, 2006, la pyramide, c'est génial, parce que Daft Punk n'est pas monté sur scène depuis une dizaine d'années. Et on reçoit cette offre de Coachella, qui est le festival le plus sexy du moment. On est en 2006. Moi, j'ai grandi avec le fantasme Lollapalooza, qui était le festival indépendant américain le plus fou. Et puis d'un coup, il y a un petit festival qui est en train de se pointer comme ça, avec toujours des line-up ultra sexy. Donc c'est la 5e ou 6e édition en 2006. Et d'un coup, Paul Tollett, le patron du label, du festival, nous envoie une proposition pour booker Daft Punk. Et normalement, j'aurais dû dire non. C'était mon job de dire non, désolé, les Daft ne montent pas sur scène. Mais finalement, l'offre était intéressante. Et surtout, c'était Coachella. Donc, j'en parle à Thomas Gaiman. Et finalement, ils se disent tiens, avec le budget, en tout cas l'offre qui était assez impressionnante à l'époque, on parle de $350 000.
Aujourd'hui, c'est moins... Si, c'est toujours énorme. Aujourd'hui, ils valent 10 fois plus. Voilà, ou peut-être un peu plus. Ouais, plus, ouais. Et Thomas et Guilmane ont l'intelligence de se dire, bah, tiens, on va prendre ce budget-là et on va écrire un show en dépensant autant d'argent. Et ils arrivent avec ce dessin de la pyramide, avec les deux robots au milieu. Et donc, c'est la première fois que les gens découvrent comme ça sur scène un truc qui fait 3 mètres de haut, que des LED. Je me souviens, ils avaient loué toutes les LED de la Belgique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de LED. Aujourd'hui, on a des écrans LED partout, même dans ton salon, Mouloud. On a récupéré un bout de la pyramide. Voilà. Non, mais tu veux que je te dise, ça se trouve, voilà, il fallait tout ça pour faire la pyramide, il y a 20 ans. Et les Daft présentent ce show, on est en avril 2006, et on est dans la tente au fin fond de Coachella, qui est la tente un peu réservée à la musique électronique, qui n'est pas encore la pièce maîtresse du festival. Et je me souviens, parce que la tente, on pouvait mettre, je sais pas, 15 000 personnes. Et les compteurs, à la fin du show, il y avait 35 ou 40 000 personnes autour de la tente. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ça a été un game changer, même dans la façon de faire de la scénographie. Ça a été un game changer pour la musique électronique aux États-Unis, pour Daft Punk, pour la légende Daft Punk, disons, et aussi pour le festival Coachella. Puis d'un coup, qui a eu une lumière de malade. Et l'année d'après, d'un coup, les artistes électroniques se sont retrouvés main stage parce qu'ils se sont rendus compte que la musique électronique ramenait aussi d'un coup 40 000 personnes devant ta scène. Alors après, il fallait être ambitieux. Mais ce qui est bien, c'est que ça a motivé d'une certaine façon tous les artistes électroniques pour arriver avec autre chose que 2 clés USB et 2 platines et un pauvre écran avec 4 projections. Ça a été ça vraiment le turning point, quoi. Qu'on parle de game changer, est-ce que toi, il y a un morceau de musique électronique où tu te dis, le jour où j'ai entendu ça, ma vie a changé? Ou si quelqu'un doit écouter de la house music, c'est ça qu'il faut commencer par ça. Wow. Ah, ok, il faut commencer par ça. Ouais, ou celui qui t'a fait twitcher en disant, voilà, je veux que ma vie soit ça. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, je sais, c'est souvent lié à Kraftwerk. It's More Fun to Compute, qui est un des premiers morceaux de Kraftwerk que j'ai écouté, qui est très répétitif, très naïf, très ludique, mais qui en dit long sur mon attachement à cette musique. Qu'est-ce que ça a provoqué au Pedro adolescent d'entendre ça, en fait? Je sais pas, mais alors c'est pas. Alors moi, j'ai eu un double truc parce que je faisais du skateboard, donc j'étais à la fois dans la musique rock, heavy metal, punk et tout ça. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, donc je me suis pris Run DMC, les Beastie Boys, le rap, les débuts de Public Enemy et tout ça. Et après. La musique électronique. Mais la musique électronique, elle était liée aussi au rave. Et c'est ça, et en ouvrant les portes de ces endroits et de voir un DJ comme ça niché et 5000 personnes danser comme ça dans des fêtes d'une liberté totale, c'est un tout en fait qui m'a fasciné, d'être aussi un peu en marge, d'être un peu attaché à une certaine forme de culture alternative aussi sans chercher forcément il n'y a pas d'opposition quand je dis ça, mais c'est juste prendre une autre chemin. C'est-à-dire qu'il y a les autoroutes et les routes nationales. On va tous au même endroit, mais tu fais un peu différemment quand tu prends... Cet endroit, en l'occurrence, c'était le club, c'était la nuit. Et il y a un autre nom qui a compté dans ta vie, c'est David Guetta. Ouais. Les Guetta. Ouais, David Guetta en 95. Donc je salue David. Tu nous regardes, toi qui regardes Click. Mais oui, David, bien sûr. 95, David, c'est le king de la nuit parisienne à l'époque. Il faisait les plus belles fêtes au Queen, au Bataclan. Moi, je le big up souvent là-dessus, et j'oublierai jamais effectivement la main qu'il m'a tendue. Moi, j'ai 20 ans, et un jour, j'ai un coup de téléphone. Donc, ah ouais, David Guetta, ok. Et il me dit, tiens, nous, on reprend le Palace et on a une premier étage, un petit club, 200 personnes. On sait que tu fais tes soirées aux Folies, viens les faire chez nous. Donc il me débauche et il a eu raison. Et c'est là-bas que j'organise moi mes premières fêtes. Et effectivement, et d'un coup, il y a Asdar, il y a Bob Sinclair, il y a Daft Punk, il y a Dimitri from Paris, il y a DJ Gregory, il y a toute la house nation parisienne qui se retrouve dans mes soirées. Et ça, effectivement, c'est un lien qu'on a ensemble. On se croise beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il est dans des jets privés entre Las Vegas et je sais pas où. Mais quand on se croise, c'est toujours des bons moments. C'est un parcours qu'on peut que
célébrer aussi. Encore une fois, on a chacun nos visions artistiques, mais je pense que le temps va faire le travail. Quand tu vois Bob Sinclair aujourd'hui, toutes ces a priori qu'on pouvait avoir les uns les autres, tu sais, c'était quand même des familles. C'était pas des clans, c'était plus des chapelles. Des chapelles. Mais moi, j'aime bien, encore une fois, être celui qui est la passerelle en disant aux intégristes de la techno ou de la house que Bob Sinclair, c'est un personnage, mais que c'est un vrai passionné, il a une vraie culture musicale et c'est un super bon DJ. Et qui a été très important dans l'underground. Qui a assuré, qui a fait des choses avec son label et qu'aujourd'hui encore, tu vois, derrière la caricature des réseaux sociaux, il fait quand même marrer les gens, tu vois. Quand on le voit aujourd'hui mixer avec sa fille, toi maintenant, 50 ans, père de famille, est-ce que tu dis, moi, mes enfants, je les emmènerai aussi en club ? Ouais, alors pas tout de suite, pas tout de suite. Elles sont encore un peu petites, mais ouais, non, mais il y a un truc de transmission. Je comprends. Moi, sa relation père-fille, elle est magnifique. Elle est géniale, elle est bienveillante. Et après, la réalité, c'est que c'est un choix de sa fille. Tu vois, c'est ça aussi que les gens. C'est pas lui qui dit à sa fille, c'est pas lui qui ramène sa fille en boîte de nuit. C'est un choix de sa fille. Donc, mais tu as dit le mot transmission. C'est de la transmission. C'est-à-dire qu'il a partagé sa culture avec sa fille. Exactement. Et encore une fois, avec bienveillance, tu vois. Donc non, le tableau aujourd'hui, il est plutôt là, parce qu'on est en train de faire un espèce de bilan aujourd'hui. Mais c'est se dire que finalement, la scène française, elle est en forme, elle a des fondations solides, elle a des parrains qui aujourd'hui voyagent aux quatre coins du monde. Et il faut se servir de ça. Et donc, je pense que l'intérêt un peu de notre travail de ces 30 dernières années, et je dis notre, que ce soit Snake, Laurent Garnier, Guetta ou la bande d'Headbangers, il faut qu'elle motive un peu et qu'elle inspire les plus jeunes. Et ça, j'y crois à fond, quoi. Dans ce que tu fais qui inspire les plus jeunes, il y a aussi ton style de vie. Tu te drogues pas, tu bois pas. Ouais. Il y a quand même une certaine longévité. C'est-à-dire que on a des DJ qui, passés les 30 ans, sont déjà plus tapés que toi. C'est vrai. Ou d'autres qui ont laissé leur vie, carrément. Ouais. Mais bon, encore une fois, moi, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de bonne recette, je veux dire. Tu vois, moi, j'en fais pas comment dire, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Tu sais, moi, j'ai de la chance d'être comme ça. Il y en a qui ont besoin d'autre chose. Et ça n'en fait pas des moins bons personnages, des moins bons guides, tu vois, ou des gens moins inspirants, au contraire. Mais ouais, non, mais ce qui est génial, c'est de se dire que ça dure. Mais c'est aussi lié à la fête. On nous a souvent fait croire qu'on ne pouvait pas faire la fête si on n'était pas défoncé ou ivre. Mais tout ça, c'est des a priori. On en parlait tout à l'heure, les a priori qui doivent tomber. Ça fait maintenant 40 ans que tu fais la fête. T'es le contraire, t'es l'anti-discours de ça. Ouais. Et justement, il fallait du temps. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, on manque du temps. Tout est accessible. Tu vois, on demande à ChatGPT une réponse. Je veux une réponse tout de suite. Nous, et ça revient au début de nos discussions sur pourquoi documenter, pourquoi expliquer, pourquoi éduquer, pourquoi transmettre. Moi, aujourd'hui, c'est un peu ma raison de vivre, disons. Tu vois, j'espère d'une certaine façon avoir prouvé que j'étais passionné par ce que je faisais. On n'a pas besoin d'être fonce-dé pour être cool, c'est aussi ça que je veux dire. Exactement, bien sûr. Comment tu les vois, les nouveaux arriver ? Avec bienveillance, je les accueille. Moi, je suis que pour rester dans le thème des Jeux Olympiques, je passe le relais. Moi, je suis à fond pour que quelqu'un d'autre continue à écrire le bouquin de la French Touch, tu vois. Moi, c'est une responsabilité que je porte en étant... Mais ce qui fait du bien d'entendre ça, c'est que le C'était mieux avant n'a pas sa place dans la musique. Non, et certainement... Alors, déjà, pas sa place dans nos cultures et certainement pas dans la musique électronique, puisque la musique électronique, elle se réinvente en permanence, elle s'inspire, elle se détruit, tu vois, elle peut devenir caricaturale. Il y a la musique électronique qui est inaudible et que, tu vois, moi je ne dis pas que tout le monde est beau et tout le monde est gentil et que j'écoute de tout. Hein. Il y a des choses assez dures et voilà, il y aura toujours des radicalités dans tous les genres de musique. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que l'idée de se rénover, de se réinventer, et aussi quand même les croisements. Tu regardes,
Là, je pense à elle parce que tout à l'heure, avant de venir, j'ai écouté Théodora en me disant tiens, si Mouloud me dit tiens, qu'est-ce que tu as dans ta playlist, voilà. Et j'ai écouté Théodora et je trouve pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle sort du lot par rapport un peu à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le côté plus R&B français, c'est qu'elle lorgne vers le dance floor. C'est beaucoup plus up tempo que n'importe quel que Shai ou Aya Nakamura, quoi, tu vois. Et donc ces croisements comme ça du hip-hop, de la musique électronique, de la dance music et tout ça, bah moi je rêve de tout ça, quoi. Tu as dit un truc intéressant, c'est des fois de savoir aller à rebours de l'époque. Ouais. Les Daft étaient annonciateurs de l'ère ultra technologique qu'on vit aujourd'hui. Ils avaient un morceau qui s'appelait Technologique. Aujourd'hui, c'est intelligence artificielle. Avec juste un téléphone, maintenant, on peut faire de la musique qui, à l'époque, où il fallait du matériel extrêmement conséquent chez soi. Quand on est arrivé à une maturité technologique, eux, ils ont fait un album instrumental. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ils ont fait à rebours, quoi. Ah ouais, bah et bon, de toute façon, les exemples comme ça, et là aujourd'hui, justement, tu parlais de l'intelligence artificielle, effectivement, c'est le danger ultime pour les mecs qui aiment produire à la chaîne, et donc ça va être justement seuls les artistes. T'as déjà demandé à une IA, fais-moi un morceau à la Headbanger ou pas? Non, j'ai pas fait ça, mais j'ai testé l'IA quand même sur des choses. Alors, mais c'est pour ça qu'il faut pas être en rejet total non plus de la nouvelle technologie. Tu vois, c'était quand l'arrivée des boîtes à rythme, tous les batteurs ont crié au scandale en se disant bah non, et nous, ils sont toujours là les batteurs. L'arrivée du sampler, pareil, tout le monde a crié au scandale. Donc non, et je pense qu'il faut laisser la technologie arriver, l'apprivoiser, et effectivement, il faudra avoir confiance aux artistes, aux créateurs, pour se l'approprier et faire en sorte que ça soit pas un ennemi, mais un outil. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en permanence concerté sur tout. Moi, et j'essaye d'avoir un peu d'humilité, un peu de recul en disant attendez, là, on est en train de découvrir l'outil, on ne va pas tout de suite tous lever les boucliers en disant ça y est, c'est la fin de la musique, c'est la fin de notre société. Non, attendons. Et à nous de dompter l'outil, quoi. L'aide de Children Techno. L'aide de Children Techno, exactement. Comment tu l'as prise, toi, la séparation des Daft? Je l'ai prise, j'étais en voiture avec ma mère. Tu l'as appris comme tout? Non, c'est Thomas qui m'a appelé. Juste avant que l'info sorte. Et j'y croyais pas. Et après, je l'ai très vite, comme un peu un grand frère, je l'ai accepté. C'est une séparation d'un moment, donc il vaut mieux accompagner les gens qui t'annoncent on se sépare, plutôt que se mettre à pleurer ou à plomber l'ambiance. Voilà. Et encore une fois, moi, je suis plutôt d'une nature optimiste en me disant regardons, ils ont fait une carrière qui a à peu près 30 ans. Elle est belle. Ils auront laissé une trace indélébile dans nos cœurs. Donc ça ne sert à rien non plus de s'apitoyer. Et encore une fois, la chance qu'on a quand même, c'est qu'ils sont tous les deux bel et bien vivants. Ils feront des choses certainement magnifiques, chacun de leur côté. Peut-être qu'un jour, leur route se recroisera, j'en sais rien. Mais leur musique est toujours là. C'est-à-dire donc il n'y aura pas de nouvelle musique de Daft Punk, mais ça va, ils nous ont laissé un catalogue quand même assez... Et puis Thomas Bangalter a fait des choses magnifiques en musique classique. Thomas fait des choses, Guy-Man fera des choses. Est-ce que demain, Guy-Man sur Travis Scott, magnifique. Voilà. Mais est-ce que demain, si Guy-Man te dit voilà, je vais faire un album solo, il a sa place chez Headbanger? Ah bah oui, bien sûr. Non mais les deux. Non mais ce qui est marrant, ça m'a fait. Thomas, on a sorti un morceau. Il a fait la musique d'un film de Quentin Dupieux, Dali, et c'était génial que nos routes se recroisent. De toute façon, moi, ma vie est liée à tout jamais à leur histoire. Donc le Headbanger est évidemment les bureaux, la porte est ouverte à vie. C'est bien plus... encore une fois, tout ça, c'est lié. Tu vois, je te parlais de Xavier Gaspard, ma relation avec eux. C'est plus fort que la musique, ouais. Bien sûr, bien sûr. T'as écouté des trucs? Non. De Non. De Guy-Man? Non plus. Non. Non. Thomas? Non plus. Mais ça bosse. C'est des créateurs. On le sait, quoi. C'est des créateurs. Effectivement, Thomas, on l'a vu avec JR, avec Damien Jallet. Ils font des choses. On l'a entreaperçu avec Lil Nas X. Il y a simplement,
Guiman avec Travis Scott. J'aime bien la voix qui franche, Voilà. il n'ose plus. Je peux révéler. Mais non, mais il se passe plein de choses. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment, encore une fois, c'est excitant de voir tous ces gros artistes regarder vers la France et être inspirés. Regarde, Travis Scott, il passe ses journées à Paris, on se demande pourquoi. Mais pourquoi? Eh ben pourquoi, Mouloud? Je vous le demande. Et The Weeknd, comment vous êtes retrouvés, Et The Weeknd... vous, grand fan de Michael Jackson, à avoir le sample de Thriller pour The Weeknd? Alors, c'est pas vraiment un sample, si tu veux, l'analyse musicale. C'est pas vraiment... C'est une réinterprétation. C'est une réinterprétation d'un groove. Non, c'est pas un sample, hein. Mais effectivement, Rod Temperton a donné son autorisation quand même, parce que c'est du... Techniquement, en tout cas, c'est du publishing. Mais rien, c'est une intention, en fait. Xavier Gaspard de Justice qui parle à The Weeknd. The Weeknd qui leur dit qu'il aimerait un morceau un peu comme ceci, comme cela. Je pense même que The Weeknd a envoyé une démo. En fait, c'est plutôt ça. Il a envoyé une démo à Justice. Et les Justice ont un peu retravaillé à leur sauce la démo, en renvoyant quelque chose de beaucoup mieux à The Weeknd. Et The Weeknd a marché. C'est... merde, comment il s'appelle le morceau Wake Me Up, qui est le meilleur morceau de l'album entre nous. Ouais. Oui, on peut le dire sans problème. J'aimerais qu'avant de se quitter, qu'on parle de Sébastien. On n'a pas beaucoup parlé de Sébastien. Ouais. C'est artiste majeur qui a fait également de la bande originale de film et qui s'est retrouvé sur Frank Ocean. Ouais. Comment c'est arrivé? Bah pareil, mais ça c'est le fruit du hasard et le fait que la musique voyage. On avait sorti sur son premier album qui s'appelait Total. Et c'est arrivé dans les oreilles de Frank Ocean, je ne sais plus comment exactement, je t'avoue. Mais ce qui est génial, c'est que Frank Ocean a eu la bonne idée. Après, tu sais, c'est les producteurs américains, il faut pour aussi un peu démystifier quand même. Là, l'histoire, elle est jolie parce qu'on en parle ensemble, mais pour démystifier, les Américains, c'est un peu à la pêche à la ligne, quoi. C'est-à-dire qu'ils écrivent à 50 producteurs. Souvent, ils font des production camps où ils invitent... des séminaires, exactement, où il y a 10 artistes, il y a 10 studios, et le ricain passe de studio en studio en disant « Ok, j'aime bien ce beat, j'aime bien ça, et hop ». Nous, on n'est pas très friands de ce genre de choses. Mais donc, Sébastien s'est retrouvé en studio avec Frank Ocean. Et je pense que, comme sa personnalité est plus mystique, disons, Sébastien, Frank Ocean a trippé sur lui et il lui a fait un peu plus confiance qu'aux autres. Et ils ont fait de la musique ensemble. Et là, il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Sébastien, c'est vraiment un mec de studio. Moi, j'aimerais bien qu'il travaille un peu plus pour lui, mais là, il fait beaucoup de choses pour la mode, pour Saint-Laurent. Il bosse avec Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier. Il bosse avec plein d'artistes. Mais je peux vous dire qu'il a envie de sortir de la musique. Quand on reprend les photos d'Headbanger années 2010, on va dire, et qu'on se voit maintenant tout ce que tout le monde est devenu, à part ceux qui sont plus là, est-ce que tu aurais imaginé ça? C'est dur parce qu'il faut pas être prétentieux, mais moi je suis confiant au talent des artistes avec lesquels je travaille et leur constance et leur capacité justement, tu vois, à se réinventer, à se renouveler. Je le répète un peu depuis le début, mais c'est le temps qui veut ça. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'être assis dans ma chaise et de faire la même musique qu'en 2008, quoi, tu vois. Et donc, la fameuse phrase « sortir de sa zone de confort », c'est ce qu'on fait ça tous les jours, quoi. On essaye, en tout cas, de proposer des choses un peu différentes. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça dure avec les gens. On te rend compte c'était pas qu'un effet de mode, tu sais. Au début, on était Label of the Year en 2006, en 2007. Et à un moment, tu te dis, bon, OK, ça va se calmer. Et là, on est en 2025 et les projecteurs, en tout cas, la lumière est toujours là. Mais c'est aussi peut-être la force du collectif qui veut ça. Donc, c'est aussi, encore une fois, dans l'idée d'expliquer aux plus jeunes, c'est qu'ensemble, ça passe mieux, quoi. C'est une belle définition d'une clique. On revient à la clique, Mouloud. Putain, tu me le sors de la bouche. Mais c'est ça. Moi, je crois vraiment à la bande, mais encore une fois, c'est pas une bande hermétique, hein, tu vois. Je veux pas non plus, toi, c'est pas un truc corporatiste. Headbanger, nous, les portes sont ouvertes. Mais c'est les gens, c'est toujours délicat d'en parler soi-même, mais
moi, c'est des témoignages que j'ai. Les gens, là, me disent, tiens, on a grandi avec vous, on est trop content que vous soyez toujours là, vous nous faites toujours rêver, vous nous faites voyager, on a vu Justice, on n'avait jamais vu ça de notre vie. Ah tiens, Mid, on adore votre nouvelle signature. Et toi, et aussi, c'est ça aussi, c'est que ça met du temps, tu vois. On a sorti Mid en 2017 et il y a des gens qui me disent, ah, la nouvelle signature Mid. Tu vois, donc c'est bien, il faut prendre son temps, il faut profiter et kiffer, quoi. Longue vie, Pedro. Merci, Mouloud. Merci. On se revoit dans... Vite. C'était cool. Bon, super, merci. Non mais...